Chers élèves, bonjour. Nous sommes à la troisième partie du programme de l'économie organisation administrative des entreprises. Il s'agit de la partie numéro 3, la fonction financière. On vient de voir la première partie, c'est l'approvisionnement, comment acheter, comment l'entreprise peut acheter, comment il peut stocker. Et puis, on a vu la fonction production, les étapes de production, comment la production est organisée, comment elle est programmée. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons voir comment l'entreprise finance son cycle d'exploitation, comment l'entreprise finance son cycle d'investissement ou son investissement. Et également, on va voir comment mesurer la solvabilité, comment mesurer la rentabilité de l'entreprise. Commençons par la fonction financière dans l'entreprise. Pour fonctionner, l'entreprise doit disposer de diverses ressources, matières premières, matériels, qui occasionnent des besoins financiers. Ces besoins apparaissent dès la création de l'entreprise et évoluent, tout à fait normal, avec sa croissance. Il se trouve que la fonction financière est ainsi se diffuse à l'ensemble de l'organisation par sa dimension transversale, et on peut dire même qu'elle est au cœur de l'entreprise. La fonction financière a pour rôle essentiel de s'assurer que, dans un premier temps, l'entreprise dispose en temps voulu des fonds nécessaires à sa croissance et son développement. En d'autres termes, s'assurer que l'entreprise est capable d'honorer ses engagements envers ses créanciers. On parle ici de la solvabilité de l'entreprise. Mais également, parmi les rôles importants de la fonction financière, il faut voir est-ce que les fonds générés par les activités de l'entreprise soient investis de manière rentable. Ici, on parlera de la rentabilité. La solvabilité. La solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements, qui sont les salaires, les intérêts des emprunts, les dettes envers les fournisseurs, les impôts, charges sociales et autres charges à leur échéance. La solvabilité a une relation avec la notoriété de l'entreprise. Ainsi, une entreprise peut connaître parfois des difficultés de trésorerie. Quand ces dernières persistent, c'est-à-dire durent, ils peuvent dégrader l'image de l'entreprise et la rendre insolvable, c'est-à-dire incapable de régler ses dettes. Certains tiers, tels que les banques, les fournisseurs, risquent de refuser de poursuivre leurs relations avec l'entreprise. L'entreprise risque alors de réduire son activité, voire déposer son bilan. Comment mesurer la solvabilité de l'entreprise? C'est une question importante. Et comment l'apprécier? Entre autres, il y a deux ratios qui peuvent renseigner sur la rentabilité, sur la solvabilité, de l'entreprise. Le premier ratio ou indicateur important, c'est le ratio de solvabilité à court terme. En sachant qu'un ratio, c'est un rapport entre deux grandeurs de gestion. Et le deuxième ratio, qui est important, c'est le ratio de l'autonomie financière. Voyons dans un premier temps le ratio de solvabilité à court terme. Le ratio de solvabilité à court terme, c'est un rapport entre les créances, les disponibilités, créances et disponibilités, par rapport aux dettes à court terme. Bien sûr, c'est un ratio qu'on peut exprimer en pourcentage, c'est pour cela qu'il est multiplié par 100. Il indique dans quelle mesure les créances et les disponibilités ensemble peuvent faire face à des dettes à court terme. L'idéal est que ce ratio, tout à fait normal, soit supérieur à 100%. Ainsi, si ce ratio est supérieur à 100%,
et signifie que les dettes à court terme sont couvertes par les ressources à court terme et qu'il existe même un excédent de liquidité à la disposition de l'entreprise. Voyons maintenant le deuxième ratio, qui est le ratio de l'autonomie financière. Ratio de l'autonomie financière, c'est un rapport entre les dettes et les capitaux propres, c'est-à-dire est-ce que les capitaux propres seront capables de faire face à des dettes financières. Il y a certains qui peuvent inverser le rapport en mettant capitaux propres par les dettes financières, ça revient au même. Alors, lorsqu'on prend le ratio comme étant un rapport entre dettes financières et capitaux propres, il faut tout à fait normal que le ratio soit inférieur à 100%. À 100%, cela signifie que l'autonomie financière est bonne, car l'entreprise est capable de faire face à ses dettes par ses propres ressources. Ce ratio permet d'apprécier l'indépendance ou l'autonomie de l'entreprise par rapport à ses prêteurs. Voyons maintenant la rentabilité. Comment mesurer, comment apprécier la rentabilité de l'entreprise. Alors la rentabilité de l'entreprise, c'est quoi? C'est l'aptitude de l'entreprise à dégager des résultats tout d'abord positifs. Pourquoi faire? C'est pour rémunérer les fonds durablement mis à sa disposition. Une entreprise peut ne pas être rentable provisoirement, surtout en phase de démarrage ou d'investissement massif. L'essentiel est que ses partenaires, c'est-à-dire ses prêteurs et ses actionnaires, aient confiance sur son avenir. On va voir maintenant comment mesurer et apprécier la rentabilité. Il y a également des indicateurs qui permettent d'arriver à cette appréciation. 3 ratios peuvent renseigner sur la rentabilité de l'entreprise. Tout d'abord, le ratio de rentabilité financière. Il y a également le ratio de la rentabilité économique. Et il y a également, troisième ratio, le ratio de la rentabilité commerciale. Rentabilité financière. La rentabilité financière, si on veut calculer la rentabilité financière, c'est le rapport entre les résultats nets, lorsqu'on dit net d'impôts bien sûr, par rapport aux capitaux propres. Exprimé en pourcentage, on va multiplier le résultat par 100 bien sûr. Alors, la rentabilité financière intéresse davantage les associés, car ils mesurent la rémunération du risque qu'ils ont pris en investissant dans l'entreprise. Parce que qui est-ce qui est propriétaire des capitaux propres? Ce sont bien sûr les associés. Et ils seront intéressés, tout à fait normal, par les résultats positifs de l'entreprise. La rentabilité économique, lorsqu'on dit rentabilité économique, quels sont les facteurs de production? On va les retrouver essentiellement dans l'actif immobilisé. C'est dans l'actif immobilisé qu'on va trouver les locaux, les moyens de production, etc. C'est pour cela qu'ici, on va faire le rapport entre le résultat net par rapport à l'actif immobilisé ou par rapport aux actifs immobilisés. La rentabilité économique va ainsi mesurer le rendement des capitaux investis sous forme d'immobilisation dans l'entreprise, quelle qu'en soit l'origine. C'est-à-dire que les actifs immobilisés soient financés par des capitaux propres ou par des dettes, peu importe. L'essentiel, c'est de calculer ce rapport de résultats et actifs immobilisés. Alors, maintenant, la rentabilité économique. On va trouver qu'il y a 2 ratios qui sont utilisés. Le premier ratio, c'est le ratio qui fait le rapport entre l'excédent brut d'exploitation par rapport à l'actif. Et bien sûr, cette rentabilité économique va mesurer l'excédent brut généré par l'utilisation des actifs. Mais il y a un deuxième ratio qui est également utilisé. Bon, on le verra par la suite dans l'application. Maintenant, on va voir la rentabilité commerciale. La rentabilité commerciale va exprimer le rapport, va être calculée par le rapport de résultat net, cette fois-ci par rapport au chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes de marchandises et de produits finis réalisés par l'entreprise au cours d'une période donnée.
Alors, la rentabilité commerciale va mesurer la contribution des ventes des différents biens et services dans la réalisation des résultats de l'entreprise. Donc, comme ça, on a vu les indicateurs de mesure de la solvabilité et les indicateurs de mesure de la rentabilité. Voyons maintenant une application qui va nous permettre de vérifier est-ce que nous sommes à même de calculer ces indicateurs et de les interpréter. On vous fournit le bilan financier condensé mais simplifié de la société Rectangle pour l'exercice 2007. Elle est en milliers de dirhams. Voilà, l'actif immobilisé de la société Rectangle, 200 fois 1000, il est simplifié. Les stocks 50, les créances 160, la trésorerie active 90. Les capitaux propres 250, les dettes financières ou de financement 120 et les dettes d'exploitation on a 130 milliers bien sûr. Avec cette remarque en bas que les capitaux propres comprennent 50 000 si l'on veut trouver la valeur en dirhams, 50 ou 50 000 dirhams de résultat de l'exercice, résultat net d'impôt. Alors, on va essayer d'apprécier la solvabilité et la rentabilité de la société Rectangle. Commençons par la solvabilité et le premier indicateur qui vient, qui est le plus immédiat, c'est la solvabilité à court terme. Rappelons la formule. On vient de voir que le ratio de solvabilité à court terme, c'est quoi? C'est la capacité des créances et des disponibilités à faire face à des dettes à court terme. Quelle est la situation de la société Rectangle? Alors, si on revient à notre bilan financier, on a vu que 160 c'est la valeur des créances, on a vu que 90 c'est la valeur des disponibilités et en bas au dénominateur il y a 130 qui sont les dettes à court terme. Si on divise les créances et disponibilités par rapport aux dettes à court terme, on multiplie par 100, on va trouver que ce ratio est de 192,30%. C'est un bon indicateur de la solvabilité à court terme parce que ici, l'entreprise, avec ses créances et disponibilités, il peut faire face à des dettes à court terme et reste même 92,30 de créances et disponibilités comme un excédent. Voyons maintenant l'autonomie financière comme un deuxième indicateur de la solvabilité. Et comme nous l'avons vu, c'est le rapport des dettes financières par rapport aux capitaux propres. Quels sont les résultats de la société Rectangle? Les dettes financières, d'après le bilan financier condensé, sont de valeur 120 000 dirhams. Et les capitaux propres, 250. Si on divise les dettes financières par rapport aux capitaux propres, on va trouver que le résultat pour la société est 48%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les dettes financières ne consomment que 48% des capitaux propres. En d'autres termes, les capitaux propres sont largement suffisants pour couvrir le règlement des dettes financières. Passons maintenant à la rentabilité. Et le premier indicateur que nous allons voir, c'est la rentabilité financière. Et comme nous l'avons vu, c'est un indicateur, c'est un ratio qui est le rapport entre le résultat net et bien sûr les capitaux propres. Pour Rectangle, le résultat est 50 000, les capitaux propres 250 000, donc on fait le rapport et ça donne 20%. C'est-à-dire que ici, les capitaux propres sont rémunérés après une année d'activité à 20%. Cet indicateur tout à fait normal doit être confronté à des résultats du secteur. Il doit être également comparé aux placements, aux différents placements. Si les associés placent leur argent sous forme d'actions ou s'ils placent en banque, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Maintenant, on va voir la rentabilité économique. Comme nous avons vu, c'est le résultat net par rapport à l'actif immobilisé. Pour Rectangle,
c'est 25%. C'est-à-dire que le rendement des différentes immobilisations, quelle que soit la forme et quelle que soit l'origine de financement, donne 25%. La rentabilité, maintenant, commerciale, mais il nous faut un indicateur, une donnée, et on va supposer que le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes de la société pour l'exercice, sont de valeur 280 000. Quel est l'indicateur? Quel est le ratio? Combien ça donne? Alors, si on divise le résultat par rapport au chiffre d'affaires, ça va donner, ici 17,85. 17,85, en divisant le résultat 50 par rapport au chiffre d'affaires 280, c'est 17,85. Il faut comparer par rapport aux entreprises du secteur. Il faut même voir l'évolution dans l'espace et dans le temps pour prendre une appréciation, pour, si vous voulez, voir et apprécier d'une façon plus correcte la rentabilité commerciale. Maintenant, on va voir le cycle d'exploitation et le cycle d'investissement. Commençons par définir le cycle d'exploitation. C'est un ensemble d'opérations allant de l'achat des matières premières ou des marchandises à la vente du produit ou service. Bien sûr, pour les entreprises industrielles, la production est une phase qui se trouve intermédiaire entre l'achat et bien sûr la commercialisation. Les étapes. En général, le cycle d'exploitation se compose de 3 étapes essentielles. L'approvisionnement, on achète les matières premières, les fournitures, etc. Et puis la production, on les transforme pour avoir par la suite à les distribuer, à les vendre. Pour les entreprises commerciales, pour les entreprises financières, il n'y a pas cette étape de production. Il y a bien sûr l'approvisionnement et il y a la distribution. C'est ce qu'on appelle le cycle d'exploitation parce qu'il se répète d'une façon indéfinie pour l'entreprise tant que l'entreprise existe. Nous allons voir maintenant la phase d'approvisionnement. Cette phase consiste à acquérir auprès des fournisseurs des matières premières, aux services, au comptant ou à crédit. Les biens achetés sont stockés dans l'attente de leur commercialisation. La deuxième étape, c'est la phase production. Cette phase consiste à procéder à la transformation des matières ou des biens stockés en produits finis. Il donne lieu à des dépenses de main-d'œuvre, des services, de salaires, etc. Et enfin, la phase commercialisation. Cette phase consiste à mettre à la disposition des clients des marchandises ou des produits finis, moyennant un règlement immédiat, vente au comptant, ou un engagement à régler plus tard, c'est les ventes à crédit. La séance prochaine, chers élèves, on va voir comment l'entreprise finance ou trouve les moyens pour financer le cycle d'exploitation. Parce que nous allons trouver qu'il y a un décalage entre les besoins d'exploitation et les ressources de financement et c'est une question qui doit être réglée par l'entreprise. Également, on va voir comment l'entreprise va rechercher des moyens financiers pour assurer le financement de l'investissement. Au revoir et à la prochaine séance.